Merci pour cette introduction, Hervé. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir de commenter avec vous l'étude constructeur, euh, des profils des constructeurs. Nous avons effectivement un recul maintenant de 8 ans, hein, puisque la première étude a été faite à partir de 2015. Alors, en termes de méthodologie, je vais avoir une première partie qui vous explique un petit peu comment est-ce qu'on arrive à ces résultats. C'est important pour voir la construction et la méthode. Ensuite, naturellement, on passe aux résultats. Et puis à la fin, j'essaierai de garder 5 à 10 minutes pour des échanges et des questions. Si vous avez besoin en cours de route, alors j'essaierai peut-être de faire une halte à mi-parcours pour éventuellement répondre à vos questions. Et puis, vous avez toujours la fonctionnalité dans Zoom, dans l'onglet plus en bas à droite, où vous pouvez avoir une discussion et taper des messages que je peux voir au fil de l'eau. Bien. Alors ça, c'est pour la logistique. Maintenant, je vais partager l'écran pour vous présenter un diaporama. Euh, en termes de méthodologie, tout d'abord. Alors, je regarde juste. Voilà, maintenant, nous sommes 16 en tout, 16 participants. Alors, en termes de méthodologie, tout d'abord, nous avons donc recueilli des données à partir des états financiers portant sur 11 constructeurs. Ces états financiers, ces constructeurs, ils publient chaque année, ils sont tenus avec pour objectif de donner des informations sur un marché boursier essentiellement, auprès de leurs actionnaires, pour pouvoir montrer leur dynamisme et valoriser leurs actions. Nous sommes sur un volume sur ces 11 constructeurs de 208 milliards d'euros, tout consolidé à l'échelle du monde en 2022, donc ce qui est considérable, bien sûr, mais on verra que nous avons Caterpillar, Liber, CNH, Hyundai Infracore, Hitachi Construction, Komatsu, Manitou Group, Terex, Volvo, Yanmar et Kubota. On a ajouté des informations, on a essayé depuis 2 ans maintenant d'ajouter des informations à partir des constructeurs de Chine, que sont Sany, Liuguang et Sunward. Alors, ils ne publient pas, mais au travers de différentes plateformes, nous avons pu recueillir les informations de CA et de résultats nets, de façon à pouvoir construire des ratios économiques et financiers et de comparer les constructeurs entre eux. Euh, avant que, alors, les perspectives de l'étude, c'est donc de donner à un instant T, donc là qui est à l'année fin 2022, des données en termes d'orientation métier, de devises et de territoire d'activité, une meilleure compréhension de leur performance économique et la lecture de leur dynamisme, notamment en termes d'investissement. C'était un petit peu ce qui avait été le leitmotiv au départ, c'est de voir comment ces constructeurs se portaient et comment est-ce euh, ils investissaient. Alors, je vais rentrer dans le détail. Auparavant, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Il me semble que c'est intéressant. Voilà, ici, vous avez par exemple l'état financier de Caterpillar. Donc, nous sommes sur plus de 80 pages, n'est-ce pas? Et comme on a un certain recul maintenant, eh bien, on va pouvoir aller chercher les informations, toujours les mêmes, en fait, et ce qui permet de ne pas se tromper ou d'avoir une certaine récurrence sur notamment comment calculer l'investissement. Parce que chez certains, ça va être augmentation des investissements issus du statement of cash flow, donc du plan de trésorerie. Chez d'autres, ça va être en ressources et développement à l'actif. Ou en dépenses. Et donc, à chaque fois, on va chercher les mêmes informations au même endroit. En tout cas, nous essayons. Et on peut aussi avoir, lorsqu'on a donc différentes euh, fluctuations, on peut avoir des informations parce que naturellement, Caterpillar, vous voyez, ici, ils vont nous dire un petit peu qu'est-ce qu'ils ont été, comment s'est passé leur année, etc. Et on va pouvoir avoir des informations et les qualifier, notamment en matière d'activité dans le monde. Kubota, c'est un peu la même chose. Alors, eux, on va les trouver à des endroits différents dans les rapports, les informations. On a une présentation des actionnaires, un petit peu tout ce qu'ils ont fait, etc.
Donc ça, c'est des rapports assez développés, hein, 80 pages pour l'un, 100 pages pour l'autre, 126 pour celui-ci. Et le plus court, c'est Yanmar. Yanmar, on a 2 pages seulement, où on a finalement les états financiers consolidés. Alors eux, ils s'arrêtent au 31 mars 2023. Il y en a certains qui font ça, mais on considère que c'est 2022. Et puis, en 2 pages, on a ce qu'il faut, en tout cas, pour calculer les ratios. Voilà pour ce qui est des sources des informations. Alors, maintenant, je vais passer à la volumétrie et à l'analyse. Alors, ces entreprises, alors, elles emploient près de 467 000 personnes dans le monde et ça fait 515 000 employés en incluant les 3 constructeurs de Chine. Euh, Caterpillar est le constructeur le plus volumineux de l'échantillon, 23,4% des effectifs. L'évolution du chiffre d'affaires pour ces 11 constructeurs. Euh, Nous avons eu 3 années de croissance consécutive de 2017 à 2019, de 162 milliards à 188 milliards d'euros de chiffre d'affaires, puis une baisse de moins 16% en 2020, et depuis 2020, une progression assez remarquable de l'activité, plus 15% presque de chiffre d'affaires en 2022. Euh, donc, nous sommes au même taux de croissance qu'en 2021, donc c'est un certain dynamisme. À ce stade, il me faut mentionner l'impact des taux de change. Vous avez des entreprises qui publient en yens, Caterpillar est en dollars, Terex est en dollars, CNH est en dollars, et il faut dire que, et naturellement, les Européens comme Liber ou Manitou sont en euros. Euh, les entreprises qui utilisent le dollar américain ont un avantage en 2022. Moi, je n'influe pas sur les données, en fait. Ma méthodologie, c'est que je ne corrige pas. Je laisse les données brutes telles qu'elles sont. Je préfère. Après, on voit qu'est-ce qu'on en fait, si vous voulez. Mais je ne veux pas modifier ce qui provient d'une fluctuation de taux de change. Or, ici, effectivement, les entreprises qui utilisent le dollar sont plus dynamique, en plus de chiffre d'affaires, aussi parce que le taux de change du dollar en 2022 est meilleur par rapport à l'euro qu'en 2021. Les entreprises de Chine font 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. À L3, ça fait presque 7% de l'échantillon. Alors, dans les états financiers, euh, naturellement, toutes ces entreprises ne font pas que de la construction. Et ça, on a moyen de le savoir. Il y en a qui font des activités minières, d'autres qui font des activités liées au transport de l'eau. Et donc, on a la possibilité de savoir qu'est-ce qui est plus spécifique au métier de constructeur. Donc, par exemple, Caterpillar, c'est peut-être les 2 tiers. Volvo Group, c'est que 20% parce qu'ils ont une forte activité de camions. Et donc, sur les 208 milliards d'euros de chiffre d'affaires, nous évaluons à 138 milliards d'euros l'activité pure liée au CA constructeur. Ça fait en gros 66%. Alors, maintenant, nous allons voir le CA par constructeur. Et euh, le CA par constructeur, il y a un quart de ce CA qui est fait à l'échelle du monde, donc, par Caterpillar, suivi par Komatsu, où nous sommes à 17%, et Kubota à 14%. Les entreprises qui utilisent le dollar américain, ça fait 43% de l'échantillon. Elles gagnent plus 2 points et demi de représentativité par rapport à 2021. Et les entreprises qui utilisent le yen, c'est 40%, 41% de l'échantillon, ce qui est à peu près la même chose qu'en 2022. On a la possibilité, et ça c'est intéressant, de pouvoir détailler ce chiffre d'affaires par constructeur selon les différentes régions du monde. Et on va voir qu'il y a une certaine compétition à l'œuvre, notamment avec Caterpillar, bien sûr, et on a pu le réaliser pour 9 entreprises de l'échantillon, parce qu'on n'a pas les données dans le monde pour Yanmar, par exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces 9 entreprises? Tout d'abord, ce CA constructeur, il est fait à 35% en Amérique du Nord. C'est un constructeur que je vous montre tout à l'heure. Et on a
hausse d'activité significative due par rapport à l'an dernier, due à la progression de Caterpillar et au taux de change avantageux. En Amérique du Nord, Caterpillar fait 35% du CA constructeur. Et fait marquant, c'est que Kubota gagne en représentativité sur ce marché. Ils faisaient 4,7 milliards d'euros en 2020, ils font 5,2 en 2021 et 8 milliards de chiffre d'affaires en 2022. Ça fait 17% de part de marché. C'est un fait marquant. En Europe, un quart du marché de CA constructeur. Euh, il progresse de plus 15% en 2022. Caterpillar est leader sur ce marché, mais à 20%. Ils étaient à 35% en Amérique du Nord, suivi par CNH, donc une autre entreprise utilisant le dollar, 18% du marché. Et nous avons une meilleure représentation des entreprises européennes sur le marché, Volvo Group, Liebherr, Manitou. Si, pour tous les détails, bien sûr, on peut se référer à l'étude que j'ai publiée pour DLR, qui est disponible avec beaucoup plus de détails. Autre marché, nous avons donc l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. C'est en gros 11% de l'activité et plus 46% par rapport en 2022. Forte progression sur ce marché, donc qui est abrégé LATAM, essentiellement réparti, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire c'est pas uniformément réparti par les constructeurs, mais entre trois constructeurs. Caterpillar, 31%, CNH, 30%, et Komatsu, 28%. Essentiellement entre trois constructeurs. En Asie, en Japon, au Japon, en Océanie. C'est un marché de 35 milliards d'euros, relativement stable par rapport à 2021. Komatsu y est leader avec un quart des parts de marché. Et comme en Amérique du Nord, nous avons Kubota qui gagne en représentativité sur ce marché et passe même devant Caterpillar. 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Ils sont à 8,2 milliards de chiffre d'affaires en 2022. 23% de marché. Et Caterpillar est en troisième position sur ce marché, donc après Komatsu et Kubota. On voit donc Kubota a progressé à la fois en APAC, mais aussi en Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes. Voilà pour ce qui est du chiffre d'affaires. Nous allons maintenant passer à la rentabilité. À la rentabilité, tout d'abord, on a la possibilité d'avoir ce qu'ils appellent le gross operating profit, donc notre résultat brut d'exploitation, notre excédent brut d'exploitation, il est exprimé dans les états financiers, et donc on a la possibilité de pouvoir le récolter et l'analyser. Vous avez ici la progression de cette rentabilité d'exploitation qui finalement rejoint à peu près le taux de croissance avec davantage d'aspérité toutefois. La courbe est plus marquée. Nous avons une baisse d'activité en 2020, une baisse de rentabilité en 2020, parce qu'il y a eu une baisse de chiffre d'affaires. Euh, et là, un rebond spectaculaire également de la rentabilité d'exploitation qui euh, arrive donc à 22 milliards d'euros sur l'année 2022. Ça fait 11% de ratio EBE sur CA, chiffre d'affaires, 11% de rentabilité. Ben, c'est le plus haut niveau, hein, à la fois en pourcentage et à la fois en volume depuis 2014. Donc, c'est un secteur si représenté par ces 11 constructeurs euh, très dynamique. En termes de rentabilité nette, on retrouve la même courbe, le même profil de courbe, avec toutefois peut-être un peu moins d'écart entre l'année 2021 et 2022, alors qu'au niveau de la rentabilité d'exploitation, il me semble que l'écart était nettement plus, oui, il était quand même un peu plus marqué ici, là. Mais bon, ça reste le meilleur résultat net en volume depuis 2014 et 7,8% de rentabilité nette. Donc, rentabilité nette, résultat net, 16 millions rapportés au chiffre d'affaires. Euh, donc, excellente progression du chiffre d'affaires, excellente rentabilité d'exploitation, pardon, et très bonne rentabilité nette. En incluant les résultats nets de Sany, de Liu Gong et de Sunward,
le résultat net de l'échantillon passe à 17 milliards d'euros. Nous sommes à 16. Ces trois entreprises, elles représentent 4% de l'échantillon réajusté. Nous étions à 10 en 2021. Nous avons donc, si vous voulez, un repli qui est dû des trois entreprises de Chine qui étaient à 10% de résultat net, qui sont plus qu'à 4 de l'échantillon, j'entends, qui est dû à la baisse du résultat de Sany. C'est un des faits marquants d'ailleurs. Sany, je crois, fait un chiffre d'affaires de 20% de moins que l'année dernière. C'est un fait marquant. Alors, je vois quelqu'un qui essaie de rentrer, je l'admets. Nous sommes maintenant à 17 participants. Bienvenue à tous. Au nouveau, j'entends. Quelqu'un s'y arrive. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de l'évolution du taux d'investissement. Bon, mais le taux d'investissement moyen depuis 2014, ici, on est à 4,4%. C'est-à-dire que en ramenant l'investissement, c'est quoi? Donc, c'est les investissements en actifs qui sont vus dans le plan de trésorerie, qui sont affichés, plus auxquels j'essaye de rajouter quand l'information est disponible, les investissements en recherche et développement. Et tout ça, ça fait une somme et on la divise par le total de l'actif. Voilà. À l'année N-1. Donc, c'est les investissements 2022 divisés par les actifs 2021. Et à chaque fois, la méthode était la même. Et on voit effectivement que la courbe, elle suit un petit peu celle de la rentabilité et du taux de croissance, mais de façon beaucoup plus affaissée, si je puis dire, avec un tunnel beaucoup plus étroit. Donc, on a finalement, ce qui m'invite à dire qu'on a un taux d'investissement qui est un petit peu décorrélé avec le taux d'activité, au sens où les aspérités sont beaucoup moins marquées, et on est aux alentours de 4,4% d'investissement en moyenne. Alors, 5,5, ça reste le meilleur taux d'investissement pour l'étude depuis 2014, certes, mais c'est quand même plus, comment dire, linéaire, si je puis dire, par rapport aux différents aléas de l'activité. Donc, on a un secteur qui est peut-être peut-être un peu prudentiel, hein, puisqu'en fait, moi, ce que je connais des métiers des loueurs, des distributeurs, par exemple, dans la distribution, nous pouvons être à 20% d'investissement. Alors, peut-être qu'on aussi dans la distribution, quand je dis 20%, on compare pas tout à fait la même chose. On va rapporter les investissements à l'actif immobilisé net, alors que là, nous sommes sur l'actif en globalité. Mais bon, ça montre quand même un taux d'investissement un petit peu différent du profit que l'on peut avoir dans les métiers du DLR. 15 milliards d'euros, c'est le montant total de ces investissements pour l'échantillon. Alors, nous avons ensuite la possibilité de pouvoir voir comment se comportent ces constructeurs au travers de ces différents ratios. Mis à part CNH, qui voit une baisse de chiffre d'affaires, et là, c'est pas lié forcément qu'à l'activité, mais ils se sont séparés. J'ai lu dans les états financiers qu'ils se sont séparés d'une de leurs activités, qui est Iveco, je crois. Iveco, nommé comme ça, Iveco Group Business. Et donc, c'est pas tout à fait le même périmètre pour eux. Donc, mis à part ce cas-là, tous les constructeurs voient leur chiffre d'affaires augmenter en 2022. Cas particulier de Hyundai, c'est-à-dire que j'ai lu que Hyundai avait racheté Dozan, dont nous n'avons plus Dozan, et je l'ai remplacé par Hyundai Infracore. Donc, j'ai pas d'historique sur Hyundai, c'est pour ça que nous n'avons pas de chiffre d'affaires 2020-2021. Au niveau de la rentabilité nette par constructeur, 2021 était déjà une année record pour la rentabilité nette et 2022, c'est la même chose, 7,8% du CA. CNH, Komatsu, Terex ont une rentabilité nette nettement plus élevée, oui,
Petit repli pour Caterpillar, mais ça reste au-delà de 11%. Euh, et le cas particulier de Liber qui est à l'équilibre. Euh, Cette année 2022, euh, peut-être un fait structurel qui peut s'expliquer, mais on n'a pas de résultat pour Liber. Ils sont à zéro, en fait, en 2022. En termes de ratio de structure, c'est important de voir euh, comment se comporte, si vous voulez, la structure pour ces constructeurs, notamment pour savoir quelle est la part de fonds propres et d'endettement. Alors c'est assez stable, hein, si vous voyez, regardez les courbes, pardon, les barres des histogrammes sont assez stables, notamment pour Caterpillar. Qu'est-ce qu'on peut relever là-dedans? Quels sont les groupes qui sont au-dessus de 30%, hein, 30% de fonds propres du bilan? Donc, il y a une assise structurelle plus solide que les autres et qui peuvent théoriquement avoir recours à l'endettement. Eh ben, c'est Liber. Liber avec près de 60% de fonds propres. C'est suivi par Komatsu, Manitou, très bien placé aussi de ce point de vue, Hitachi Construction, Kubota, et puis le, le Yanmar et Terex qui sont aux alentours de 30 à 40%. Euh, En contrepartie, l'endettement, donc les entreprises qui ont peu de fonds propres, c'est Caterpillar et CNH, hein, moins de 20% de fonds propres. Donc la contrepartie, ben, c'est qu'ils ont beaucoup d'endettement, ils sont à 80%. On voit l'endettement pour Caterpillar, pardon, et on voit l'endettement de CNH baisser, mais ça reste quand même au-dessus de 80%. Donc nous avons des groupes qui sont quand même très endettés et le leader de l'étude est très endetté, ce qui peut poser un problème d'ailleurs euh, s'il y a euh, un événement, je dirais, structurel d'un point de vue économique, eh bien, ça peut aspirer, si vous voulez, l'échantillon dans une spirale un petit peu désavantageuse si on a des groupes très endettés, ce qui est le cas, hein. J'avais alerté là-dessus déjà lors des études précédentes. On a quand même 80% d'endettement pour Caterpillar. Euh, et l'endettement global de l'échantillon, c'est 70%. En termes de taux d'investissement, euh, par constructeur, euh, ce qu'on remarque d'abord, c'est que nous avons eu jusqu'à 2016 des taux d'investissement supérieurs à 8% et il n'y en a pas eu depuis 8%, donc investissement divisé par actif en début de période. Caterpillar augmente son investissement, on est à 6% en 2022. Le leader, c'est Volvo avec 7,2%. Euh, Ensuite, Kubota. On voit qu'il y a si vous voulez, des, des fortunes diverses en la matière, avec des investissements relativement décorrélés dans l'ensemble. Ils se situent tous entre euh, 3 et 7%, en fait, pour donner la moyenne de 5,5 sur, euh, sur 2022. Les entreprises qui sont les plus volontaristes sont donc Caterpillar, Komatsu, Manitou. Manitou, on est près de 8%, Terex, Volvo et Kubota. Euh, on va voir maintenant avant que je passe peut-être à une comparaison interconstructeur, je regarde s'il y a des notes ou des demandes d'informations dans la messagerie. Si l'un d'entre vous a mis euh, des commentaires, Alt H, je n'ai pas de commentaires. Vous pouvez me demander si euh, oui, on a répondu. On a répondu au fait que cette présentation pourra être naturellement publiée. Voilà pour ce qui est de la présentation jusque-là. Est-ce que j'ouvre la discussion 5 minutes? Est-ce que vous avez l'un d'entre vous a des questions? N'hésitez pas.
ou des commentaires. Je serais ravi de prendre en compte et d'essayer d'y répondre. Oui, Laurent, Jean-Baptiste, en Normandie, euh, est-ce qu'on a déjà connu des taux d'investissement avant 2016 supérieurs à 8% au niveau des constructeurs? Parce que tu disais que depuis 2016, on n'a jamais connu au-delà des 8%. Mais avant, est-ce qu'il y avait eu déjà des taux d'investissement bien supérieurs à 8%? Oui, oui, je vais voir dans le détail de l'étude. Oui, si j'ai dû. Juste pour savoir si c'est Attends, une tendance depuis 7-8 ans ou si par le passé, les constructeurs investissaient beaucoup plus. je vais partager l'écran à nouveau. C'est- Voilà, donc là, vous voyez mon écran. Euh, donc, Caterpillar, depuis 2014, non, pas de taux d'investissement supérieur à 8. Liber, non plus. Euh, CNH, non plus, à 2%. Hitachi, non plus. Komatsu, oui. Komatsu, 10% en 2014, 8 en 2015, 8, 8, 8. Ouais, Komatsu, jusqu'en 2016, a eu des taux d'investissement supérieurs à 8. Manitou est bien placé aussi, 6, 6, 7, 7, 6. Terex, 1, non, Non, 6, ok. mais ensuite Volvo, 5, 5, 5. Non. Yanmar a investi 9%, 9,5% en 2016 et Kubota, non. Donc, la réponse à votre question, c'est Yanmar qui a investi à près de 10% en 2015 et en 2016 et Komatsu qui a eu un investissement plus volontariste jusqu'en 2016. Ok, merci. Donc ça veut vraiment dire c'est que c'est une tendance de fond. Il n'y a pas d'investissement supérieur à 8 points auprès des constructeurs sur cette donnée. C'est Ok. exact. Ok. Y a-t-il d'autres Merci. questions? Ok. Alors, nous allons donc continuer avec une comparaison inter, ce que j'appelle une comparaison interconstructeur. On essaie de voir comment ces constructeurs se comportent les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire en vase clos, hein, avec quatre graphes. Le premier, qui est appelé dynamisme économique. Je vais mettre en plein écran, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on on a deux axes. On a le taux de progression du chiffre d'affaires et le taux de rentabilité d'exploitation. Ces deux axes permettent d'illustrer le dynamisme économique. Donc, Caterpillar, qui a un taux d'exploitation de ici et un taux de progression du chiffre d'affaires qui est là, est en haut à droite de l'échantillon. Euh, donc, ça veut dire qu'il a un taux de progression du chiffre d'affaires supérieur à 30%. Ensuite, nous avons Terex. D'ailleurs, c'est oui, mais oui, oui, avec le taux de change, oui, j'étais étonné du fait qu'il soit à plus de 30%, mais oui, donc c'est en haut à droite, Caterpillar, c'est le constructeur qui est dans ce schéma, on appelle ça les stars, n'est-ce pas, les étoiles. Donc, qui est la star de cette classification. Ensuite, nous avons Terex, euh, euh, puis Manitou, qui a un fort taux de progression du chiffre d'affaires, mais avec un taux de rentabilité qui est un peu inférieur aux autres. Volvo est très bien placé aussi, avec plus de 20% de chiffre d'affaires et 10% de taux de rentabilité. Komatsu, excellente euh, rentabilité d'exploitation, d'ailleurs la plus haute, avec un peu moins
de progression de chiffre d'affaires que les quatre précédents. Et puis ensuite, par ordre décroissant, nous avons Hitachi Construction, Kubota, qui est quand même bien placé également. Euh, Plus mitigé ensuite, Yanmar, qui progresse de 10% pour un taux de rentabilité d'exploitation plus modeste à 5%. Liber, qui a donc un taux de rentabilité d'exploitation assez faible en 2022, comme nous avons vu avec une rentabilité nette à zéro. Hyundai Infracore aussi, qui est plus mitigé. Et puis enfin, CNH, à gauche, qui a euh, une très bonne rentabilité d'exploitation, mais qui ne progresse pas en chiffre d'affaires en 2022. Ça, c'est pour la partie économique. Nous avons en, la même chose du point de vue structurel. Comment est-ce qu'on a essayé de mesurer ça d'un point de vue structurel? On a pris le ratio de résultat net sur CA, donc la rentabilité nette, et on l'a mis en perspective avec les fonds propres sur le total bilan. Donc, en gros, plus on fait de résultats nets et plus on a de fonds propres, meilleur on a un dynamisme structurel. Euh, donc, de ce point de vue, c'est Komatsu qui est la star de l'échantillon, puisqu'ils ont une rentabilité nette très bonne, aux alentours de 10%, avec beaucoup de fonds propres. Beaucoup de fonds propres également, donc des entreprises, entre guillemets, solides de ce point de vue. On a vu tout à l'heure, on a Liber, mais ils ne font pas de résultats. On a Manitou aussi, qui est très bien, mais très bien placé en termes de fonds propres, mais qui a une rentabilité nette qui est inférieure aux autres. Ceux qui ont l'avantage, donc, sont là-dessus, Kubota, Hitachi Construction, les trois qui sont là. Ensuite, Terex est bien placé également, avec près de 40% de fonds propres, mais font moins de résultats nets. Euh, CNH a une très très bonne rentabilité nette. On a vu qu'il faisait moins de chiffre d'affaires, mais il reste avec une bonne rentabilité nette. Et j'utilise le dollar, hein, comme j'ai dit, donc c'est un peu à tempérer bon, ce discours, mais tout de même, ça montre une tendance. Volvo Group, qui est également bien placé. Puis ensuite, on retrouve peut-être les entreprises les moins bien placées, avec une rentabilité nette aux alentours de 5%, que sont Yanmar et Hyundai. Comme nous n'avons pas d'entreprise ici de ce côté de l'écran, ça signifie qu'il n'y a pas d'entreprise qui fait de déficit en 2022. Donc, ils sont par rapport à un échantillon assez dynamique d'un point de vue économique et structurel. Mis à part le bémol que j'ai annoncé tout à l'heure vis-à-vis de l'endettement de Caterpillar et CNH. Euh, Autre graphe, il en reste deux. Autre graphe, nous avons ce qu'on appelle la préparation de l'avenir euh, sur deux axes. Comment est-ce qu'on prépare l'avenir? Ben, on part du supposé suivant. Celui qui investit et celui qui a des fonds propres, ben, c'est celui qui prépare mieux l'avenir. Euh, les stars de cette classification sont Komatsu, Manitou, Kubota et Terex dans une certaine mesure. Mais ce sont ces trois. Ces trois parce que ce sont eux qui investissent le plus. Manitou, Kubota sont entre 6 et 7%, Komatsu est à 6, et ce sont eux qui ont donc beaucoup de fonds propres. Donc, ils sont à même de pouvoir préparer le mieux l'avenir euh, de ce point de vue. Ensuite, bon, Terex est bien placé aussi. Volvo Group, euh, en fait, le meilleur taux d'investissement, mais à moins de fonds propres que les autres dans l'échantillon. Caterpillar a le meilleur taux d'investissement de son historique, mais a plus d'endettement. C'est pour ça qu'ils sont plutôt en bas de ce graphe. Euh, et ensuite, on a Liber qu'on retrouve ici parce qu'ils ont beaucoup de fonds propres. Ils investissent relativement de façon plutôt moyen-moins par rapport à l'échantillon. Et ceux qui investissent le moins sont ici. On a Yanmar, CNH entre 3 et 4%, et Hitachi Construction qui est au centre du graphe avec 4% d'investissement et 45% en gros de fonds propres. Donc, on a une politique d'investissement un petit peu diverse
euh, et également une répartition des fonds propres un petit peu diversifiée selon les constructeurs. Bon, le dernier graphe, c'est celui d'une comparaison interconstructeur, c'est-à-dire, en gros, en vase clos, une fois, quels sont ceux qui s'en sortent le mieux par rapport aux autres. Alors, on trace ici un graphe avec la préparation de l'avenir que nous venons de voir et la performance économique, plus et moins, plus et moins, et on place les logos de façon à voir quel est le constructeur qui s'en tire le mieux par rapport aux 10 autres. Eh bien, celui qui est en haut à gauche, c'est Komatsu. Komatsu prépare l'avenir et est très performant économiquement en 2022. Volvo et Terex font également partie du carré des stars euh, ici. Euh, Kubota prépare l'avenir, mais par rapport aux autres, ils sont sur la médiane en termes de performance économique. C'est-à-dire que Kubota euh, n'est pas mauvais économiquement, n'est pas super bon non plus, et dans la moyenne de l'échantillon. Il y a 5 entreprises qui font moins bien d'un point de vue économique, 1, 2, 3, 4, 5, et 5 entreprises qui font mieux, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, nous avons Caterpillar, ici en bas à droite, très performant économiquement en 2022 par rapport aux autres, mais il prépare moins bien l'avenir au sens où il y a un fort taux d'endettement. Hitachi Construction, belle performance économique et un peu en dessous de la médiane en termes de préparation de l'avenir. Qu'est-ce qu'on a maintenant de ce côté-là du graphe? On a Manitou qui prépare très bien l'avenir, mais qui a une performance économique un peu moins bien que les autres. Ils sont au niveau de CNH, ils sont plutôt du côté bas de l'échantillon, si je puis dire. Ensuite, nous avons ici Liber. Liber, c'est-à-dire qu'en termes de préparation de l'avenir, ils sont juste au centre et c'est l'entreprise qui a la moins bonne performance économique par rapport aux autres en 2022. Euh, les groupes les moins bien positionnés de l'échantillon, ils sont ici, CNH et Yanmar, au sens que par rapport aux 11 autres, ils préparent moins bien l'avenir et puis leurs performances économiques sont un petit peu euh, sont moins bonnes. Euh, voilà. Donc, en résumé, quels sont les faits marquants de cette étude de 2022? Euh, Tout d'abord, un, un chiffre d'affaires record en termes de volume, hein, de mémoire de 108 milliards d'euros depuis 2014. Donc, c'est 11 constructeurs. Finalement, la crise sanitaire, c'est du passé, hein. On a tout récupéré le retard, on l'a même dépassé. Euh, Rentabilité d'exploitation et rentabilité nette record également en 2022. L'autre fait marquant, c'est l'avantage aux entreprises qui utilisent le dollar américain. Dozan Infracore devient filiale de Hyundai Infracore en 2021. On a un changement de périmètre pour CNH qui exclut Iveco Group Business de ses comptes et la baisse de 19% d'activité pour Sany, ce qui fait que la rentabilité nette des constructeurs de Chine est moins importante que celle des autres échantillons, de votre échantillon. Voilà, ben il est juste l'heure, 11h45, donc voilà, 45 minutes de présentation. J'ai essayé d'être le plus exhaustif à l'intérieur de cette présentation. J'espère que cela vous apporte un éclairage de voir comment les constructeurs à l'échelle du monde se portent, investissent, se réalisent. Il est aussi remarquable de voir un petit peu ce qui se joue à l'échelle du monde dans les différentes régions, avec notamment l'évolution de Kubota, on a vu en Amérique du Sud
et en Asie, avec des marchés très, très finalement challengés entre Caterpillar et Kubota et Komatsu dans une certaine mesure. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des commentaires, des questions. La parole est libre. Je laisse euh, libre cours à vos questions. Laurent, à nouveau Jean-Baptiste en Normandie, dis-moi, on n'a pas vu JCB, le groupe JCB n'a pas publié ses comptes. Parce qu'il me semble que dans les précédentes études, il était présent. Non, on a fait des tentatives pour avoir les comptes, on les a jamais eus. Ils Ok, ne publient pas. Et j'ai approché en son temps des représentants de ce groupe en Angleterre aussi par mail. J'ai jamais, on les a pas. ok. J'ai cherché sur Internet. Alors effectivement, de temps en temps sur Internet, on va avoir sporadiquement un taux de progression du chiffre d'affaires, si vous voulez, mais pas suffisamment d'infos pour les rentrer dans l'étude. Ok. J'essaierai d'en toucher, moi, un mot avec Vincent auprès de Monsieur Girard, qui est le DG du réseau JCB, parce que c'est un peu dommage de pas voir. Alors, c'est peut-être une démarche volontariste de leur part, justement, au regard de leurs excellents résultats. Mais ce serait bien de pouvoir se comparer aussi de temps en temps. Donc, je ferai une demande auprès de Philippe Girard pour connaître sa position là-dessus, la position du groupe. Je- Enfin, et ce sera ma deuxième remarque, c'est que je suis super étonné par le moins 19 de chiffre d'affaires de Sany en 2022. Parce que nous, en Normandie, on est explosé par du Sany. Donc, je suis très surpris de cette baisse de 19% du CA. oui, 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 ça m'a surpris aussi. C'est une information que j'ai vérifiée sur une plateforme Internet. J'ai été surpris aussi, qui s'appelle. Oh, je cherche très bien. En fait, eux non plus, ils ne publient pas, donc on est un petit peu obligé de faire avec ce que l'on trouve sur Internet. Mais c'est sur des plateformes comme le Wall Street Journal ou il y a des plateformes financières spécifiques. J'ai dû comparer l'info à deux, trois reprises et effectivement, on a un repli d'activité qui est peut-être dû aux aléas mondiaux, hein, notamment avec la guerre en Ukraine, je ne sais pas. Peut-être. Je sais pas. JCB, c'est le seul à ne pas te communiquer ces chiffres. Alors, c'est le seul. En fait, ils ne publient pas. Ils doivent pas être. Ils doivent pas être sur le marché boursier, ce qui fait qu'ils sont pas tenus par de publier leurs comptes et du coup, bah, ils le font pas. Quand on va sur le site internet de JCB, il n'y a pas d'infos sur leurs états financiers. Après, pour rebondir sur la remarque de Jean-Baptiste, Sani, est-ce que, en fait, en effet, en Europe, ils sont présents alors qu'ils le sont peut-être pas depuis très longtemps et leur marché premier qui était la Chine, de ce que moi j'ai pu en entendre, s'est effondré et du coup, ils compensent ou ils sont un peu plus offensifs sur le marché européen que ce qu'ils ne pouvaient l'être avant. Donc, là, on a les chiffres totaux de l'entreprise. Donc, après, par région du monde, il peut y avoir des disparités très fortes. Mm. Alors, pour 2023-2024, quel, 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 quel commentaire on pourrait suivre par rapport à ça? C'est tout d'abord voir si le taux de progression va du chiffre d'affaires et de la rentabilité va encore se confirmer pour la troisième année consécutive. C'est-à-dire que nous sommes en face d'un marché mondial qui bénéficie aux constructeurs. Leur, euh, leur, euh, leur activité va bien. Donc, on a différents aléas dans le monde, bien sûr, d'autres différents enjeux. Je pense bien sûr au développement durable. D'ailleurs, tous les constructeurs, dans leur
ou quasiment tous, les plus grands en tout cas, dans leurs états financiers, incluent cette part de développement durable en montrant qu'ils sont plus propres, entre guillemets, qu'avant. Donc ça, c'est un enjeu, effectivement, de voir comment est-ce qu'ils vont rebondir par rapport à ça. Euh, Autre phénomène, en effet, c'est de voir comment est-ce que Sany va se comporter en 2023 en termes d'activité et 2024, s'ils vont avoir une croissance plus marquée. Euh, L'endettement de Caterpillar est toujours à suivre, l'endettement du secteur aussi de façon générale est quelque chose à suivre. Euh, voilà pour l'essentiel en termes comment dire, de veille économique qu'on peut avoir pour 2023-2024. J'avais encore un commentaire à faire, mais il me reviendra, je l'ai oublié là pour l'instant. Donc, pour l'avenir, on est plus. Ah oui, le commentaire que je voulais dire par rapport à 2024, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'il se comporte aussi dans le monde. Vous voyez, on a vu qu'il y avait différents enjeux selon les différentes régions du monde, avec Caterpillar qui est quand même euh, euh, comment dire, pas attaqué, mais peut-être, en effet, dans ses positions, notamment sur le marché américain à un certain moment, sur le marché Amérique du Sud, et de voir comment est-ce que tout ça évolue à l'avenir, notamment est-ce que Kubota va encore gagner davantage de parts de marché. Bon. Avez-vous un classement en part de marché des constructeurs? Euh, oui. Alors, en euh, part de marché, oui, c'est cette slide-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Pierre-Nicolas, mais c'est celle-ci. CA par constructeur en 2022, Caterpillar 25,6%, ensuite Komatsu 17%, Kubota 14%, CNH 14,8%, C'est etc. le slide Donc par ça, rapport au chiffre d'affaires. c'est Ouais. par rapport au chiffre d'affaires constructeur. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Ben, pour ma part, je vous remercie pour votre attention. Donc j'ai été ravi de vous présenter cela.